Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement, si vous appréciez mes travaux bien sûr. En tous les cas, merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Là, cette vidéo va être sur le conflit Hezbollah-Israël, ou pourrait-on dire maintenant Iran-Israël. Et oui, car dernièrement, il y a eu une frappe de l'Iran sur Israël qui a été très sérieuse, en réponse évidemment aux agressions multiples d'Israël. J'en ai déjà longuement parlé dans de précédentes vidéos, donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'affaire, veuillez regarder mes précédentes vidéos sur le conflit Hezbollah-Israël. Et là, vous saurez absolument tout et vous aurez même des informations adjacentes avec le Hamas et les Houthis. Bref, donc frappe de l'Iran très sérieuse qui a montré trois choses. Et d'une, que l'Iran n'allait pas se laisser faire et n'allait pas se laisser humilier indéfiniment, tout ça pour surtout pas avoir une guerre avec Israël et donc peut-être avec les États-Unis. L'Iran nous a tellement habitués à se faire humilier, à avaler des couleuvres, à baisser la tête et à faire des réponses très sages, extrêmement pondérées. Donc l'Iran fait preuve d'une immense patience. Et pour l'instant, elle a toujours appelé les États-Unis avant pour prévenir de leur frappe. Bref, l'Iran, très diplomatique, très pondéré, très réservé même pourrait-on dire. Surtout en Iran, beaucoup d'Iraniens pensent que l'Iran s'est fait trop marcher sur les pieds depuis trop longtemps. Bon, en tous les cas, bref, donc elle a montré cela, et d'une, et de deux, elle a montré que l'Iran pouvait faire des frappes massives et précises, et enfin, l'Iran a montré que le dôme de fer n'était pas aussi infaillible, invulnérable qu'on le pensait, et même tout l'inverse. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, parce que j'avais déjà parlé du conflit avec l'Iran et Israël via le truchement du Hamas et du Hezbollah, et dans toutes ces vidéos que j'ai déjà faites, je vous avais déjà parlé du dôme de fer de A à Z, où je vous expliquais de quoi il était constitué, quelles étaient ses capacités, combien cela coûtait, etc. Et je vous avais déjà dit à plusieurs reprises que si l'Iran envoyait le nombre de roquettes nécessaires, quelques centaines par exemple, sur une ou deux cibles extrêmement stratégiques, par exemple le plateau du Golan ou le QG du Mossad, eh bien évidemment, il n'y aurait plus rien. Le dôme de fer ne pourrait rien faire pour la bonne et simple raison que même le meilleur système antiaérien du monde a un nombre de missiles limité à tirer. Donc de toute façon, si vous envoyez le nombre de roquettes et de missiles, quel que soit le système antiaérien, quelle que soit sa sophistication, et même j'ai envie de vous dire le nombre, parce qu'évidemment ça coûte tellement cher que le nombre est forcément limité de toute manière, donc c'est très facile de mettre à terre un système antiaérien. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que le dôme de fer n'arrête que les missiles ou les roquettes qui vont sur des cibles que Israël pense stratégiques ou très sensibles uniquement. Le reste des roquettes et des missiles, il les laisse passer tout simplement. Parce que sinon ça coûterait trop cher et la logistique serait beaucoup trop grande. Bref, donc l'Iran a démontré tout cela à Israël. Et à mon avis, Israël est un petit peu en panique, tout comme les États-Unis d'ailleurs, parce que bien évidemment, les États-Unis ne pourront pas donner à l'infini à Israël des missiles antiaériens, quel que soit le type, Patriot ou autre, parce que déjà, ils ont l'Ukraine
à s'occuper, et l'Ukraine a vidé toutes les réserves américaines, comme je vous l'ai déjà dit à maintes et maintes reprises, et il y a Taïwan. Taïwan qui doit se défendre en système aérien et de manière massive, puisque n'oublions pas que Taïwan, il y a des tensions toujours croissantes. Les médias n'en parlent pas parce que c'est comme la grenouille ébouillantée qui ne se rend pas compte de sa propre mort parce que la montée en température est très lente. Eh bien, on peut dire qu'il y a un phénomène un petit peu similaire à Taïwan, où la Chine n'arrête pas d'armer, de faire des exercices, d'ailleurs en collaboration avec la Corée du Nord et la Russie, tout comme les Américains, eux aussi font monter la mayonnaise. Voilà, personne n'en parle, ou si peu, à part dans des médias vraiment asiatiques. Mais voilà, personne ne parle de Taïwan, alors que les Américains n'arrêtent pas d'envoyer des navires, n'arrêtent pas de renforcer Taïwan. En même temps, les Américains n'arrêtent pas de renforcer Israël en envoyant des navires, en envoyant des missiles, etc., etc., tout en armant l'Ukraine. Donc vous vous doutez bien, à un moment, ça tiendra plus et ça va casser quelque part, hein. Mais bon, bref, donc revenons aux dernières nouvelles. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? On a l'ayatollah Khamenei qui, lors de la prière de vendredi dernier, a parlé exceptionnellement en arabe et non pas en perse. Voilà, ou en iranien, comme on voudra. Moi, je dis, voilà, le perse. Donc il a parlé en arabe et non pas en perse. Donc déjà, c'est un signe vis-à-vis du peuple arabe. Alors c'est un clin d'œil aussi pour dire au monde arabe, réveillez-vous. Donc lors de la journée de prière de vendredi, il a beaucoup parlé. Il a donné un ton général, on va dire, ferme, très ferme même. Et quand cela fut fini, presque tout le monde en Iran le reconnaît. Ça a donné une sorte de vigueur pour les Iraniens, ça leur a remonté le moral. C'est comme ça que bon, les médias disent en Iran, quoi. Si on suit les médias iraniens, beaucoup disent que ça a remonté le moral des Iraniens, ça les a rassurés sur le chef suprême, hein, parce que le président iranien est second vis-à-vis du guide suprême, qui est l'ayatollah Khamenei. Et bon, le président iranien a mauvaise presse en Iran, il est vu comme un mou, presque un faible, pourrait-on dire. En tout cas, il a mauvaise presse. Alors, le président iranien là, essaye maintenant de redorer son blason, mais bon, tous les Iraniens regardent le guide suprême, bien évidemment, et apparemment, en Iran, le guide suprême a énormément rassuré la population et les soldats. Il y a beaucoup de rapports iraniens qui disent que le moral a été beaucoup remonté, qu'il a remis un cap qui était un cap rigoureux, qui montrait que l'Iran n'allait pas se laisser faire, quoi qu'il arrive. Et on verra des articles, hein, juste après mon introduction, on verra des articles qui montrent en plus que les excursions, les invasions israéliennes au sud Liban sont pour l'instant très mauvaises. Très mauvaises. Apparemment, le scénario de 2006 est en train de se dérouler à nouveau. Voilà. Donc Israël est en très mauvaise posture, puisqu'apparemment les forces du Hezbollah font très très mal à l'armée israélienne au sud Liban. Encore une fois, on va voir ça en article hein, via le site Military Watch Magazine, le site militaire américain qui est une référence internationale. Donc on va voir ça en article, parce qu'évidemment tout ce que je vous dis, la plupart du temps, c'est imagé après en article, hein, vous me connaissez, hein, vous connaissez la maison, on ne change pas une équipe qui gagne. Et donc voilà, donc ça se passe très très mal pour Israël. Et en plus de ça, eh bien, on a Macron qui est intervenu et
apparemment qui a voulu jouer à l'arbitre, hein, tout d'un coup comme ça, et il a dit ah non, là faudrait cesser d'approvisionner Israël en armes. Et Netanyahou a répliqué en disant ah vraiment je suis pas content, c'est la honte pour Macron, la honte pour la France. Tous ceux qui ne sont pas avec nous, ça veut dire qu'ils sont contre nous. Bon, pareil, on verra un article du Monde qui va vous étayer tout ça. Je vais vous montrer tout cela en article. Là, ce n'est qu'une introduction, qu'une présentation. Mais en tous les cas, ça se présente très 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 mal pour Israël. Netanyahou, à l'image de Zelensky, a besoin de guerre. Il lui faut une guerre perpétuelle, sinon Netanyahou n'existe plus. S'il n'y a plus de guerre et que tout va bien, bah, la justice va le poursuivre. Et il y a des chances qu'il fasse un tour à la casse-prison. Voilà, contrairement à Zelensky d'ailleurs, hein, parce que lui, Zelensky, quand tout sera fini, je gage qu'il ira prendre sa retraite en Floride tranquillement. En tous les cas, loin de l'Ukraine, pour éviter un éventuel assassinat de la part du bataillon Azov du secteur 3 ou de Stepan Bandera. Cela n'est que mon opinion. Bref, donc l'Iran se rebelle, hein, l'Iran se bat, ainsi que le Hezbollah, tout comme le Hamas, tout comme les Houthis. Et là, dernièrement, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que bah, l'Irak se ligue avec l'Iran et a attaqué les forces israéliennes donc au Liban. Donc encore une fois, nous allons voir ça en article, parce que je précise pour ceux qui ne suivent pas la géopolitique euh, au Moyen-Orient, en Irak, en Iran, ceux qui ne sont pas trop familiers avec ces régions-là, eh bien, suite au chaos qui a été fait par les États-Unis en Irak avec les deux guerres, donc de 91 et de 2003, eh bien, en fait, les mouvements chiites ont pris le relais en Irak, et donc, en fait, les milices chiites sont devenues très puissantes et sont en cheville complète avec l'Iran. Donc, en gros, l'Iran n'est pas tout seul, elle a l'Irak aussi. Les journalistes n'en parlent jamais parce qu'ils sont trop ignorants pour le révéler sur des plateaux télé. Bon, là, je vous le dis, mais faut pas oublier que l'Irak n'est pas tout seul. Et apparemment, pour ceux qui me suivent assidûment, je vous avais parlé qu'il y avait des rapports comme quoi la Russie aiderait le Hezbollah. Et mes derniers rapports font état que la Russie aurait donné au Hezbollah et à l'Iran des données satellitaires pour pouvoir frapper des cibles stratégiques en Israël. Alors ce n'est pas prouvé, les rapports sont pas... Voilà, ça demande à être confirmé, mais bon, c'est ce que j'ai lu, je vous le dis. Vous en faites ce que vous voulez, mais attention à prendre avec des pincettes, hein. Donc, mais il y en a de plus en plus, hein. Encore une fois, pour ceux qui me suivent, vous notez que je vous parle de plus en plus de rapports avec la Russie, l'Iran et le Hezbollah. Je vous en parle de plus en plus, j'en ai de plus en plus des rapports. Mais à chaque fois, c'est pas bien confirmé, c'est pas bien prouvé. Alors, bon, moi, comme j'aime bien vous dire des choses sûres, là, j'insiste pour prendre le conditionnel et donc des informations à prendre avec les pincettes. Bon, allez, j'arrête là, parce que je commence à être très long comme d'habitude, puisque moi, je m'arrêterai pas, je pourrais parler des heures de géopolitique. C'est une passion. Bref, donc je m'arrête là, je vous préviens tout de suite qu'il n'y aura pas de conclusion. Et on va passer aux articles, et après les articles, ce sera fini. Bref, commençons. Donc là, on va commencer avec un article du Monde qui nous dit qu'entre Macron et Benyamin Netanyahou, un week-end d'échange tendu sur la situation au Proche-Orient. Et oui, puisque Macron a demandé un arrêt des livraisons d'armes à Israël. Alors vous vous doutez bien que Netanyahou, il n'a pas vraiment apprécié. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Et pourtant, le président Macron
et d'autres leaders occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes à destination d'Israël. Honte à eux, Israël l'emportera avec ou sans leur soutien. Mais la honte qui est la leur demeurera bien après que cette guerre aura été gagnée. Alors bon ben voilà quoi, donc qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Ben, ça veut dire que Benyamin Netanyahou, lui, il est en mode guerrier, parce que de toute manière, il ne peut pas se permettre, pour sa carrière personnelle, bien entendu, il ne peut pas se permettre autre chose. C'est un petit peu comme Zelensky, si vous voulez. J'avais déjà fait la similarité entre les deux personnages. Donc, Benyamin Netanyahou, lui, c'est la fuite en avant absolue. Encore une fois, à l'image de Zelensky. Donc, fuite en avant absolue, ça veut dire que lui, il rejette toute négociation, tout compromis. Lui, il veut la grande Israël, et puis c'est tout. Bon, Macron qui voit quand même que le vent tourne et que ça sent très 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 mauvais par Israël, Macron il veut être du côté des gagnants, pas des perdants bien sûr. Donc il demande l'arrêt des livraisons d'armes à Israël. Alors bon, les États-Unis, dans les médias internationaux, ne disent pas ça, mais ils disent pas qu'il y aura une cessation d'armes à Israël. Mais ils menacent Netanyahou, ils menacent de cela s'il ne se calme pas très très vite. Alors évidemment, me concernant, ça ne reste que mon opinion pour moi, c'est que du blabla. Bien sûr que les États-Unis seront à côté d'Israël quoi qu'il arrive et armeront Israël quoi qu'il arrive. J'en suis intimement convaincu. En plus de ça, je rappelle comme ça en passant que la CIJ, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, a condamné nommément Benyamin Netanyahou et qu'il a un mandat d'arrêt international sur sa tête, Benyamin Netanyahou. Vous notez que les médias n'en parlent pas de cela. Par contre, on dit que Vladimir Poutine a un mandat d'arrêt international. Ça, on en parle, mais de Benyamin Netanyahou, on n'en parle pas. Bon, bien évidemment, nul étonnement en cela. Mais en tous les cas, c'est très inquiétant concernant Netanyahou, parce que qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que dans sa folie, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, en fait, pour sa carrière et sa petite personne, il serait prêt à embraser le Proche-Orient, bien évidemment. Et peut-être, je dis bien peut-être, que même si les États-Unis disent à Benyamin Netanyahou, calme-toi, arrête tout maintenant, sinon on arrête de t'aider, il est bien possible que Benyamin Netanyahou, malgré l'ordre, mais cette fois sincère et réel des États-Unis, ce qui n'est pas le cas au moment où je vous parle, bien entendu, eh bien il est possible que Benyamin Netanyahou passe outre malgré tout. Tout ça pour forcer la main aux États-Unis afin qu'ils interviennent quand même, même s'ils disent à Netanyahou, cette fois, on tape le poing sur la table, on ne donnera plus rien. Eh bien, il est possible que Netanyahou prenne ça pour du bluff et continue quand même. Voilà. Donc, et oui, parce que tant que les États-Unis, qui ont un levier énorme sur Israël, les États-Unis font ce qu'ils veulent d'Israël, et Benyamin Netanyahou, il pourrait se calmer du jour au lendemain. Il suffirait que les États-Unis arrêtent de donner les milliards, je dis bien des milliards et des milliards par an à Israël, il suffit qu'ils arrêtent ça, et qu'ils arrêtent toute livraison d'armes, je dis bien toutes, à zéro, Benyamin Netanyahou, il se calmerait tout de suite, bien entendu. Donc la situation est assez complexe, mais connaissant Netanyahou, on ne peut vraiment rien dire parce que là, pour l'instant, il est dans une fuite en avant. Et là, vous avez vu dans ce qu'il vient de dire, avec ou sans le soutien de l'Occident, il ira jusqu'au bout, c'est ce qu'il dit. Donc on verra si lui-même bluffe ou non. Mais tout va dépendre des États-Unis, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bref, nous verrons bien. Alors là, on va voir plusieurs articles de Military Watch Magazine qui sont très intéressants sur le côté militaire,
sur le côté invasion d'Israël au sud Liban et quel en a été le résultat. Donc là, on a en titre 3 chars Merkava israéliens neutralisés au sud Liban. Donc là, ça date du 3 octobre. Et donc Military Watch dit des sources libanaises et israéliennes ont rapporté que 3 chars israéliens Merkava ont été touchés par des missiles anti-chars lors d'affrontements à la frontière. Cette information fait suite à de nombreux rapports des deux côtés selon lesquels les unités terrestres israéliennes prises en embuscade dans le sud du Liban ont subi des pertes importantes. Le journal israélien Yediot Aharonot a déclaré que les offensives dans le sud du Liban se développaient de manière catastrophique et que les pertes en personnel et en équipement étaient très graves. D'autres sources israéliennes ont fait état d'un événement ayant fait de nombreuses victimes près de la frontière et de l'évacuation des blessés à l'aide d'au moins 4 hélicoptères après une embuscade avec 20 ambulances et plusieurs hélicoptères transportant plus tard les blessés à l'hôpital Rambam. Le Hezbollah a déjà démontré des capacités anti-chars avancées et lors de la répression d'une invasion israélienne en 2006, il a fait usage efficace des missiles russes Kornet acquis via la Syrie et d'autres systèmes moins avancés pour causer des pertes importantes parmi les véhicules israéliens, y compris les chars Merkava 3 et les nouveaux chars Merkava 4. Le Kornet s'est depuis avéré efficace contre toutes les principales classes modernes de chars de combat principaux occidentaux en Ukraine et a réussi à tuer, bon, c'est traduction de l'anglais au français, le M1 Abrams américain, le Léopard 2 allemand et le Challenger 2 britannique. Alors le Kornet, c'est ce type, voilà, c'est ce type de missile, c'est-à-dire c'est un missile anti-char portable, hein, le Kornet. Voilà, c'était important à noter. Les capacités anti-char du Hezbollah se sont considérablement améliorées depuis 2006. Tiens, c'est ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur le conflit israélo-Hezbollah. Donc c'est confirmé. Bien que le groupe de milices n'ait pas acquis de nouveaux systèmes anti-chars russes, il a acquis des systèmes plus avancés que ceux déployés par l'armée russe auprès de la Corée du Nord ou de l'Iran, à savoir des systèmes qui peuvent tirer sans ligne de vue directe et engager des cibles depuis leur blindage supérieur vulnérable. Bon, je m'arrête là parce que l'article est beaucoup trop long, hein. Military Watch Magazine, c'est un site militaire. Alors eux, ils vont dans le détail absolu, mais bon, ce n'est pas très intéressant pour nous. Voilà, donc voilà, là, c'est assez étonnant hein, comme rapport, hein. Alors évidemment, c'est pas le type de rapport qu'on verra dans les grands médias occidentaux, mais c'est très intéressant sur ce qu'il se passe réellement sur le terrain. Toujours Military Watch Magazine, les forces d'invasion israéliennes subissent de lourdes pertes dans une embuscade du Hezbollah, donc 2 octobre. Un nombre croissant de rapports font état d'affrontements majeurs entre les forces terrestres israéliennes et celles du Hezbollah près des régions frontalières israélo-libanaises, au cours desquelles la milice libanaise a réussi à infliger de lourdes pertes lors d'une embuscade réussie à grande échelle. Les médias israéliens font état d'un incident ayant fait de nombreuses victimes près de la frontière et de l'évacuation des blessés à l'aide d'au moins 4 hélicoptères après une embuscade avec 20 ambulances et plusieurs hélicoptères transportant plus tard les blessés à l'hôpital Rambam. Les rapports israéliens ont également souligné à plusieurs reprises l'ampleur de la puissance de feu du Hezbollah dirigée contre ces forces. Des sources affiliées au Hezbollah ont quant à elles annoncé une embuscade contre un groupe de personnel israélien qui se préparait à s'infiltrer depuis Hadieïseh et Kfar Kela, faisant des dizaines de victimes tandis que les cris de l'adversaire se faisaient entendre partout, entre guillemets. Le média local Al-Mayadin a rapporté que les services de renseignement du Hezbollah étaient au courant de l'opération que les unités israéliennes préparaient dans la région. Les rapports sur les embuscades réussies concordent fortement avec ceux diffusés après l'échec des offensives israéliennes au Liban en 2006, qui avaient également entraîné de lourdes pertes, les unités terrestres du Hezbollah s'étant montrées très capables de frapper
depuis des directions inattendues. Parallèlement à l'embuscade signalée, les forces affiliées au Hezbollah ont déclaré avoir ciblé une importante force d'infanterie israélienne dans la colonie de Masgav Am avec des roquettes et de l'artillerie, obtenant un coup direct et précis entre guillemets, et avoir ensuite ciblé un rassemblement des forces ennemies israéliennes dans la colonie de Shtula avec 2 missiles Burkan et obtenu des coups confirmés. Alors bon, là ils reprennent les dires du Hezbollah. Alors maintenant, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Par contre, là, ce qui a été dit avant, oui, ça c'est confirmé. En tous les cas, et oui, encore une fois, ça rappelle vraiment le scénario qui s'est déroulé en 2006, qui lui est très connu et qui a été catastrophique pour Israël, puisque je vous le rappelle encore une fois, l'attaque au Liban, au sud Liban en 2006, bah, les Israéliens ont fait exactement comme ils ont fait maintenant, c'est-à-dire ils ont envoyé des avions, des bombes, des missiles, donc ils ont utilisé la force aérienne, et après ils ont utilisé la force terrestre, et c'est à ce moment-là que ça a été catastrophique. Concernant les forces terrestres, hein, les Israéliens sont vraiment très très médiocres, hein, on l'a vu avec le Hamas à Gaza, c'est une catastrophe concernant les forces armées israéliennes. On va passer à un autre article. Donc là, c'est ce que je vous disais en introduction hein, concernant l'Irak. Une attaque de drone irakienne contre les forces israéliennes fait 26 victimes, dont 2 morts. Une attaque de drone contre une installation militaire israélienne lancée depuis l'Irak a fait 26 victimes militaires, dont 2 morts. Les forces de défense israéliennes ont signalé que l'un des 2 drones lancés a été abattu, tandis que l'autre a atteint sa cible tôt le 3 octobre, car les défenses aériennes ne l'ont pas détecté. Les cibles étaient situées dans une partie du plateau du Golan internationalement reconnu comme syrien. Ah, je m'étais trompé dans l'introduction, je vous ai dit que c'était au sud Liban. Non, erreur de ma part, c'était sur le plateau du Golan. Donc reconnu comme syrien à l'international, bon, comme chacun sait d'ailleurs, plateau du Golan qui est occupé illégalement par les forces israéliennes depuis 1967. Voilà, qui est sous contrôle militaire israélien depuis près de 6 décennies. Des groupes de milices en Irak ont lancé des attaques contre Israël dans le passé, notamment une attaque de drones revendiquée sur le port de Haïfa de début septembre. Les milices irakiennes auraient également redéployé une partie de leurs forces en Syrie pour apporter un soutien accru à l'effort de guerre en cours. Bon là après ils disent les défenses israéliennes aériennes sont soumises à une pression croissante, etc. etc. Bah oui, comme chacun sait, que ça soit avec le Hamas, les Houthis, l'Iran, le Hezbollah, effectivement, et puis même l'Irak maintenant, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de fronts là pour Israël, ça commence à devenir extrêmement difficile pour Israël. Dans ma précédente vidéo, je vous avais fait un volet économie, parce que en plus, l'économie israélienne plonge et, bien entendu, ne peut pas gérer une guerre toute seule. C'est strictement impossible sans l'aide de l'Occident et en particulier des États-Unis, puisque, encore une fois, je le répète, l'état économique d'Israël est très sérieux. Et on va finir par cet article qui nous dit comment l'Iran a construit un réseau de défense aérienne russe, quelles sont ses forces et ses limites aujourd'hui. Alors, on ne va pas tout lire, parce que comme d'habitude avec Military Watch, bah, c'est très précis, très long. Hein, on va juste prendre, on va dire, le gros, le résumé de tout cela. Les forces armées iraniennes ont commencé à investir massivement dans les systèmes de défense aérien au sol dans les années 1980, en commençant par l'acquisition lors de la guerre Iran-Irak d'un réseau de systèmes chinois construit autour du HQ-2, un dérivé du S-75 soviétique, qui a fourni au pays des capacités avancées de ciblage à haute altitude. Après le rapprochement avec l'Union soviétique en 1989, l'Iran a acquis depuis les années 90 des systèmes de défense aérien longue portée S-200D de fabrication soviétique d'occasion avec des portées de ciblage inégalées de 300 km
qui ont pour la première fois fourni une couverture significative de son espace aérien. La puissante couverture radar des systèmes a également plus que compensé les lourdes pertes subies par les installations radar lors des frappes irakiennes pendant la guerre Iran-Irak. Les défenses aériennes iraniennes sont néanmoins restées bien en deçà de la pointe de la technologie, car la Russie a commencé à exporter à partir du début des années 90 sa nouvelle famille de systèmes S-300PM qui combinait divers ensembles de classes de missiles complémentaires avec des capacités de ciblage à longue portée et une grande mobilité d'une manière sans précédent. Bon, bref, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que concernant les défenses antiaériennes, eh bien, l'Iran s'équipe toujours plus avec des systèmes antiaériens russes de plus en plus récents, de mieux en mieux. Mais malheureusement, l'article nous dit que pour l'Iran, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu, tout simplement parce que les systèmes antiaériens russes, quand même, ça coûte cher. Bah oui, plus le système est perfectionné et performant, plus il coûte cher. Alors bon, ça reste des systèmes antiaériens russes, ça veut dire que c'est beaucoup moins cher que les systèmes antiaériens occidentaux, mais même si c'est beaucoup moins cher que ceux occidentaux, l'Iran ne roule pas sur l'or. Donc ils construisent un système antiaérien à leur frontière ouest pour se préparer, parce qu'évidemment, on peut dire que là, ils sont pas en panique, mais ils savent très bien que Israël va répliquer. Ils en sont persuadés, tout du moins, comme la plupart des gens dans le monde, la plupart des connaisseurs savent que Israël va répliquer en Iran, forcément. Benyamin Netanyahou, étant donné ses dires outranciers, dit au monde entier il ne peut plus reculer. Hein. Donc tout le monde attend avec anxiété la réponse israélienne en Iran, parce que évidemment l'Iran sera obligé de répliquer à la frappe israélienne. C'est une évidence. Donc escalade sans fin comme ça. Hein. Alors nous verrons quelle va être la réponse israélienne. Va-t-elle être pondérée à l'image des frappes iraniennes, c'est-à-dire pour ne pas que Benyamin Netanyahou perde complètement la face, mais tout du moins quand même fasse plaisir aux États-Unis et à l'Occident, et même à tout le monde d'ailleurs en évitant une escalade. En plus, cerise sur le gâteau, alors qu'il y avait de très bonnes relations entre la Russie et Israël, c'est-à-dire entre Poutine et Netanyahou, et bien maintenant, ça s'est beaucoup refroidi. Les relations maintenant sont très tendues entre la Russie et Israël, au grand dommage d'Israël d'ailleurs. Hein. Donc il y a une énorme diaspora russe juive en Israël. Ça peut devenir très difficile pour Netanyahou si jamais la Russie déclare qu'Israël devient un pays ennemi. On n'en est pas encore là, mais bon, c'est encore un fardeau qui se rajoute sur la tête de Netanyahou. Hein, parce que là, la Russie n'est vraiment pas contente. Donc Israël qui avait l'habitude d'avoir des bonnes relations avec la Russie, là, il y a un gros refroidissement. Hein. Faut que Israël prenne ça en compte hein, et ne mette pas ça sous le tapis. Mais bon, ça ne reste que mon avis. Bref, j'en finis là. L'Iran est en train de construire sa défense. L'Iran s'attend inéluctablement à une frappe d'Israël. L'ayatollah Khamenei l'a rappelé dans son discours, il s'attend à une frappe. Maintenant, nous allons voir. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Voilà, et j'en arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don. Cela me permet de publier régulièrement. Je remercie tout le monde de votre soutien à cette chaîne. Et toujours, soyez curieux.